Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire marketing prédictif. Excusez-nous pour le retard avec lequel on commence, on a eu quelques petits soucis techniques. J'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis Thierry Bapin, je suis DGA Normandie Moveo et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec David Duret de la société The Impulse, qui est une société basée en Normandie et qui est également un des membres du pôle. Ça nous a paru important dans le cadre du contexte actuel économique et sanitaire que vous connaissez bien, de pouvoir parler du marketing prédictif et de pouvoir vous présenter les possibilités que cet outil peut offrir dans le cadre de vos démarches commerciales, de prospection commerciale et du coup de pouvoir l'illustrer par des cas concrets afin que vous puissiez voir que finalement c'est pas quelque chose qui est forcément très difficile à mettre en place et que ça peut avoir des retombées qui soient très pertinentes pour vos activités commerciales. Alors, comme on a pris un peu de retard, on va commencer je veux dire, très rapidement. Je vous rappelle les consignes à respecter au niveau du webinaire pour que ça soit confortable pour tout le monde. D'une part, donc de bien couper votre caméra pendant toute la durée de l'intervention pour qu'on ait une bande passante qui soit de bonne qualité. De la même manière, en ce qui concerne les micros, pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond qui parasite les interventions. Vous aurez la possibilité, donc, dans le chat, de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, on les traitera au fur et à mesure, enfin, pas au fur et à mesure, mais à la fin de la présentation. Et puis, on a quelques petites questions également à vous poser. Donc, ça sera la partie sondage pour mieux, j'allais dire, connaître vos attentes et puis mieux orienter le discours également. Ce webinaire donc, est enregistré. Il y aura la possibilité de le revisionner sur notre site internet et également sur notre chaîne YouTube. Et puis également pour ceux de vos collaborateurs qui n'auraient pas pu être présents également de le visionner. De la même manière, les slides pourront être téléchargés pour ceux qui le souhaitent sur notre site internet à l'issue de la présentation, quoi. Donc, sur un petit sondage, on va lancer un petit sondage dès maintenant pour savoir quel type de profil d'entreprise vous êtes. Comme ça permettra ensuite à David, lorsqu'il interviendra, de bien orienter son discours. Donc, dans la rubrique sondage, vous allez voir le sondage qui apparaît, vous avez juste à cliquer pour pouvoir sélectionner la typologie qui vous correspond. Avant de commencer, un mot sur Moveo pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un pôle de compétitivité dans le domaine de la mobilité et du secteur automobile. On accompagne un réseau de plus de 600 membres dans toute leur diversité de membres, de la start-up, TPE, PME, ETI, laboratoire de recherche, collectivité, sur leurs projets de mobilité, quelle que soit la maturité de ce projet, hein, donc de l'idée jusqu'au marché, en passant par les différentes phases d'innovation, de développement, d'expérimentation et d'industrialisation. Et notre ambition, c'est véritablement de construire une Mobility Valley en France et notamment sur les régions de la Normandie et de l'Île-de-France. Donc pour accompagner nos membres, on utilise bien entendu la partie réseau qui est très importante sur les mises en relation et l'animation de ce réseau. Et le webinaire d'aujourd'hui en fait partie. Vous avez également sur la droite les autres webinaires que l'on organise ou que l'on organise en partenariat avec d'autres pôles et filières d'ici la fin de l'année. Et puis, bien entendu, dans les dimensions business, innovation, excellence industrielle, ce sont les points importants sur lesquels on accompagne l'ensemble de nos membres. Je fais juste un titre d'information, puisque c'est une nouveauté au niveau des offres. On a dédié une plateforme spécifique pour tous ceux qui sont concernés par l'industrie 4.0. Donc, on a une page dédiée sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des formations disponibles sur ce domaine-là, les offreurs de solutions pour ceux qui sont en recherche d'acteurs leur permettant de digitaliser leur site de production, mais également si vous souhaitez être contributeur en termes d'apporteur de solutions, c'est aussi la possibilité de se faire connaître. Et puis l'Autodiag 4.0, un Autodiag très flash qui vous permet de vous positionner par rapport au référentiel Industrie 4.0. Et derrière, on pourra revenir vers vous pour mettre en place un plan d'action pour vous accompagner sur ces points-là. Voilà, j'ai terminé pour cette partie Moveo. Je vais passer la main à David
qui va rentrer dans le vif du sujet et nous expliquer le marketing prédictif, tenant, aboutissant, et illustrer tout ça avec des cas concrets. David, c'est à toi. Merci Thierry. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Ok, oui, bon, très bien. Du coup, je vais vous présenter très rapidement Daimpulse. Ensuite, on va avancer sur le prédictif. Donc, nous, on est une entreprise normande à l'origine. On s'est maintenant développé avec une agence sur Paris et sur Bordeaux. Globalement, on accompagne des entreprises de toute taille, que ce soit des startups, des PME ou de très très grands groupes. Je pourrais en citer quelques-uns tout à l'heure. On travaille dans énormément de secteurs d'activité et on accompagne globalement nos clients, que ce soit dans la stratégie avec ces 6 pôles d'expertise, dans la création de contenu, l'architecture de marque, votre charte graphique, vos réseaux sociaux, le développement de sites web, tous les outils web marketing qu'on peut imaginer, comme la gestion des avis clients, les programmes relationnels, les emails ou autres, et toutes les campagnes de communication, que ce soit Google, Facebook ou sur les grands médias, même des campagnes TV. Donc on fait, malgré la situation économique, on a la chance de pouvoir faire 100% de croissance depuis 4 ans chaque année. Donc c'est plutôt très positif et ça nous permet vraiment d'aller grandir en fait avec nos clients. Et ce qui est important, c'est de voir aussi qu'on a été primé à de nombreuses reprises grâce à ces technologies de marketing prédictif, mais aussi grâce à notre stratégie, puisqu'on a gagné un concours devant plus de 3000 entreprises du marketing par le magazine La Tribune en 2017. On a ensuite été mis à l'honneur par BFM Business. Ipsos France nous a demandé d'intervenir pour présenter des stratégies auprès de grands clients. Le magazine L'Express nous a également mis à l'honneur l'an dernier. On a eu plusieurs trophées de l'innovation digitale et le célèbre magazine Forbes nous a mis à l'honneur en mars. Et depuis, on est partenaire avec la BPI France au niveau national pour évangéliser le pourquoi le digital pour mon entreprise, pour à peu près 150 000 chefs d'entreprise qui suivent BPI France. Donc, que ce soit dans des webinars comme celui-ci, dans des livres blancs ou dans des recommandations. Aujourd'hui, on travaille dans énormément de secteurs d'activité et on accompagne également Moveo sur quelques événements. On peut citer quelques clients. Hein. On travaille avec la Caisse d'épargne, on travaille avec meilleurtaux.com au niveau national, on travaille avec le Comité olympique français, avec Aptar dans l'industrie ou Eurofan qui est un des leaders dans l'éclairage. Voilà, il y a énormément. On peut citer des Gîtes de France aussi. On est moitié B2B, moitié B2C en général. Et comme vous pouvez le voir dans énormément de secteurs d'activité, partout où en fait une entreprise ou une marque cherche de nouveaux consommateurs ou une entreprise de nouveaux clients ou automatiser sa prospection commerciale, on peut intervenir. Donc concrètement, comment ça se passe? Le but, c'est d'abord de connaître nos clients. On a une phase d'audit en fait qui nous permet de définir qui sont nos clients, comment est-ce qu'ils communiquent, quels sont les médias que vous utilisez, quels sont vos concurrents, qu'est-ce que vous avez déjà comme action, on va dire marketing, communication, commerciale en place pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut amplifier tout ça. Et en fait, définir une stratégie globale et cohérente et pas simplement juste dire on va lancer une communication ou faire une action ou mettre un nouvel outil en place. C'est vraiment une stratégie plus globale à l'échelle de vos entreprises pour se dire comment je me prépare. Le but, c'est de se dire qu'il y a un petit peu de prérequis quand même, notamment avoir des réseaux sociaux à minima actifs, avoir un site web cohérent, avoir des parcours de prospection commerciale, en fait, mais en digital. Et comment est-ce qu'on peut amplifier en fait de l'humain, en fait, de la prospection commerciale, mais à travers vos réseaux sociaux, à travers votre site web, à travers des campagnes de communication. Donc rapidement, le prédictif, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a gagné ces trophées de l'innovation? C'est parce que notre capacité là, elle est à détecter l'intention d'achat des consommateurs, mais aussi des décideurs et acheteurs en entreprise. Et on va voir comment ça fonctionne. Et la petite particularité qu'on a, c'est qu'on fait ça sur 50 millions de personnes tous les jours. On capte de la donnée d'à peu près 10 millions de médias, que ce soit leurs réseaux sociaux, que ce soit les sites web, leurs applications mobiles. C'est tous des médias soit spécialisés, soit plutôt grand public, mais sur lesquels on a la capacité d'avoir des points de contact avec vos prospects. Et ça se passe en 3 temps, grosso modo. Le premier temps du prédictif, c'est le ciblage extrêmement précis, et on y viendra par la suite. Le deuxième temps, c'est l'analyse comportementale.
C'est pas compliqué pour nous d'amener 10 000 personnes sur vos médias la semaine prochaine ou le mois prochain en fonction de votre budget et qui soient pile dans la cible. Hein, j'entends, c'est pas simplement du trafic pour du trafic et vous verrez comment ça se passe tout à l'heure. Mais de comprendre que sur ces 10 000 personnes qu'on amène le mois prochain sur votre site, il y en a peut-être qu'une centaine qui sont réellement acheteurs et qui sont réellement intéressés par vos produits et on verra comment est-ce qu'on détecte ça. Et ensuite, la troisième étape, c'est de déclencher une action marketing pour inciter la personne à le donner ses coordonnées parce qu'elle a été intéressée par vos produits ou vos services. Donc, on va prendre un parcours client volontairement simplifié en B2B. Quand vous êtes un décideur ou un acheteur aujourd'hui, que vous cherchez un produit ou un service, la première chose que vous faites, vous prenez votre téléphone ou votre PC et vous tapez quelques mots-clés sur un moteur de recherche. Il y a déjà quelques outils là pour intervenir, le référencement naturel, le référencement payant, les comparateurs de produits selon dans quel secteur d'activité vous vous trouvez. Et faut comprendre qu'il y a des codes dans le digital. Sur un téléphone, vous avez entre 3 à 6 secondes max pour impacter une personne dans votre référencement. Dans les quelques petites lignes qui vont parler de vous, il faut dépasser l'argumentaire marketing commercial très traditionnel. C'est de pouvoir avoir une proposition de valeur qui soit en adéquation avec les bénéfices que vos solutions, que vos services apportent. Et ça, en 2 ou 3 lignes. Et donc, vous avez que quelques secondes sur la partie Google AdWords et vous avez sur un display, sur un visuel, aussi quelques secondes pour que la personne comprenne le message et puisse se dire ça m'intéresse ou pas. Donc là, on est sur l'étape 2 dans l'acquisition. Moi, je parle plutôt de séduction. Il faut intéresser le prospect et se différencier de la concurrence. Donc là, on est plus sur un volet stratégique et communication. L'étape 3, l'engagement client. C'est la première fois qu'un de vos prospects arrive sur vos médias, sur votre page LinkedIn, sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, votre blog éventuellement. Et là, il faut comprendre qu'il y a aussi des codes. Vous avez moins de 2 à 3 minutes maximum pour que ce prospect il puisse comprendre qui vous êtes, ce que vous proposez, vos propositions de valeur, vos gammes de produits ou de services, éventuellement, si c'est visible, les gammes de tarifs, mais aussi vos différenciants par rapport à vos concurrents sur votre marché, ou éventuellement quelques références clients. Et faut comprendre qu'au bout de ces 2 à 3 clics et de ces 2 à 3 minutes maximum, ce prospect, il fait quelque chose de très naturel, il va s'en aller. Il va continuer sa recherche, il va voir d'autres entreprises, il va voir d'autres médias, et il va se dire je vais chercher d'autres solutions ou d'autres produits, je vais continuer ma recherche. Et si le job est bien fait, en étape 5, vous faites partie de la shortlist. Il va considérer que votre entreprise peut lui apporter des bénéfices, que votre solution est intéressante pour lui, mais pour autant, donc en général, c'est deux à trois entreprises qui sont référencées en shortlist, mais pour autant, on estime qu'il n'y a toujours pas de point de contact en fait avec ce prospect à ce stade-là. La phase de réassurance, cette fois-ci, c'est la deuxième fois qu'un consommateur ou qu'un prospect potentiel va revenir sur votre site. Et là, il va rentrer dans le détail. Il va aller voir depuis combien de temps vous existez, où est-ce que vous êtes basé, éventuellement la taille de l'entreprise. Il va parler des garanties que vous allez proposer. Il va rentrer peut-être dans la fiche produit. Bref, il creuse un petit peu, il va voir vos mentions légales pour se renseigner sur vous plus en détail. Et on estime que là, 60 à 70% de la prise de décision qui va être de dire je remplis un formulaire, je m'inscris, je prends mon téléphone et j'appelle, je vais les voir, peu importe. Il y a une action de prise de contact qui est faite avec l'entreprise à cette étape-là. Et aujourd'hui, vous, j'imagine comme la plupart de nos grands clients, vous êtes totalement aveugle à ce stade. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui était intéressé par vos produits ou par vous, vous ne savez pas qu'est-ce qui l'a intéressé, combien de fois il est revenu, quel a été son parcours client, quel est son niveau de maturité, parce que la semaine dernière, du coup, il est revenu 3 fois sur votre site et il est revenu voir ce service en particulier ou ce produit. Et en fait, à part le nombre de clics, le nombre de sessions que Google Analytics peut vous donner pour ceux qui ont mis en place déjà un premier niveau de statistiques, vous ne saurez jamais qui, ni dans quelle entreprise il travaille, ni ce qu'il a intéressé, ni à quel degré de maturité d'achat il en est. Est-ce qu'il vient de vous découvrir ou c'est la 3e fois et là, il a vraiment envie d'acheter ou en tout cas de prendre contact avec vous? On va passer maintenant dans le ciblage. La plupart des acteurs du ciblage, aujourd'hui, que ce soit en B2C ou en B2B, je vous donnerai les 2 exemples pour que vous compreniez la puissance du système, vont pouvoir vous dire: «Je peux cibler un homme ou une femme au choix, quelle est sa tranche d'âge, quels sont ses centres d'intérêt et où est-ce qu'il est localisé?» Parce que je veux peut-être localiser autour d'une ville, d'une agglomération, d'une région, de toute la France ou à l'international, puisqu'on a accès à quasiment 150 pays pour faire des communications internationales qu'on fait souvent aussi.
Et donc, c'est déjà très bien de pouvoir faire tout ça. Mais nous, on a complètement dépassé ce modèle conventionnel. Je vais vous donner quelques exemples d'abord en B2C, puis après on rentre en B2B. On va aller beaucoup plus loin donc, que ces ciblages que je viens de vous citer. On va avoir la possibilité de savoir quel est le niveau de revenu du consommateur, quelle langue il parle, parce que c'est important dans le tourisme par exemple. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il a une voiture? Quelles sont ses habitudes de consommation? Quelles sont ses applications installées sur son téléphone? Parce que je m'appelle Leclerc et je veux cibler tous les gens qui ont l'appli Carrefour et qui passent à proximité de mes points de vente. Et tout ça, ce ne sont pas que des exemples, hein, c'est vraiment ce qu'on fait pour ces gens-là. Et on a énormément de critères de ciblage comme ça qui vont très très loin et qui nous permettent d'être beaucoup plus précis, à la fois dans le ciblage, mais également dans le message qu'on va passer. Et vous comprendrez pourquoi le côté B2B, c'est important, puisque là, on va être capable de vous dire, on peut automatiser votre prospection avec la possibilité de se dire, je veux cibler par exemple uniquement les gens qui sont directeurs de l'innovation, directeurs R&D, directeurs techniques, directeurs de production, ou quelqu'un qui est responsable marketing, ou chef produit, ou une direction générale simplement. Ou dans les grands groupes, je veux cibler des acheteurs ou la direction financière. Mais je veux absolument, et je dis bien absolument uniquement, les gens qui ont ces profils-là. Et pourquoi pas qu'ils aient au moins 2 ans d'ancienneté à ce poste-là, parce que globalement, s'ils viennent d'arriver, ils ne remettent peut-être pas des contrats stratégiques d'entreprise en cause. Et également peut-être dans certaines tailles d'entreprise, parce que votre cible pour vos produits et vos services va être peut-être dans une entreprise de moins de 500 personnes, ou au contraire entre 500 et 1000, 1000 à 5000, etc. Où est-ce qu'elle est basée géographiquement? Est-ce que vous cherchez à prospecter à l'international pour renforcer un pays dans lequel vous êtes déjà? Est-ce que vous voulez chercher à ouvrir de nouveaux pays dans lesquels vous n'êtes pas encore? Eh bien là également, on peut vous aider. Et également, par exemple, c'est plutôt sympathique en termes de prospection, on a la possibilité d'aller cibler, mettons, il y a un groupe LinkedIn qui va parler d'une thématique. Mais vous voyez que sur ce groupe LinkedIn, il y a pratiquement 30 000 personnes qui va parler de transport ou de matériaux spécifiques ou d'usine 4.0, bref, des gens qui sont pile des prospects pour vous. Mais c'est le groupe qui appartient à des concurrents à vous, ou pas forcément des concurrents. Ça peut être un groupe qui est une association ou un pôle de compétitivité, mais vous n'avez pas accès à ce groupe. Eh bien, nous, on peut cibler les gens qui vont être des followers d'une page de vos concurrents, qui vont être des gens qui vont utiliser certains hashtags ou des gens qui vont être membres d'un groupe dans lequel vous n'êtes pas administrateur. Mais nous, on peut l'utiliser dans le ciblage. Et on a encore énormément d'autres critères de ciblage qui nous permettent vraiment d'être très précis et du coup d'adapter le message. Parce qu'en fait, très clairement, aujourd'hui, la direction financière, le directeur technique, le responsable de l'innovation ou la direction générale n'ont pas du tout les mêmes attentes, n'ont pas du tout les mêmes propositions de valeur qui va les intéresser. Et donc, il va falloir à la fois adapter le message, adapter le ciblage, mais également de pouvoir avoir des call to action, donc des incitations à transmettre ces coordonnées qui soient spécifiques en fonction de la cible et du message. Et je vous donne quelques exemples qui imagent très bien ça. Mais pourquoi on va utiliser quelquefois des médias comme Facebook, même en B2B, ou des médias comme ceux que je vais vous citer pour SAP, qui est un des leaders mondiaux des CRM en entreprise. Il vend un logiciel en fait à des entreprises IT de plus de 5000 collaborateurs. Donc, ce sont des gros projets. Et on se rend compte que on commence une campagne avec eux, on met en place une stratégie prédictive et on demande à SAP s'il nous laisse la main de choisir l'emplacement média sur lequel on veut qu'il soit visible. Donc, il nous demande d'être présent sur des médias qui parlent d'informatique. IT Expresso, Clubic, Znet, jusque-là, tout est cohérent puisque ils vendent un logiciel informatique, un ERP, à destination d'entreprises et d'informaticiens. Et nous, on leur a dit que c'était pas une bonne chose, parce qu'on allait sous-performer. Parce que sur ces médias-là, en fait, c'est du tout venant. On a des geeks, on a des développeurs, on a des stagiaires. Bref, on n'avait que 5% de décideurs potentiels. Donc, on leur a demandé cette capacité à aller sur d'autres médias. Et, à partir du moment où c'est un média premium et reconnu, ok. Et on s'est rendu compte que les 4 sites qui ont les mieux performé, ça a été étonnamment aufeminin.com, 750 grammes et Marmiton. Alors, je veux pas faire de caricature, mais c'est quand même des audiences un peu plus féminines. Et du coup, SAP a été très surpris au début, mais on leur a prouvé qu'on avait généré 3 fois plus de leads, 3 fois plus de prises de contact en fait sur ces médias-là, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que leurs propres clients
ils avaient énormément de femmes qui étaient directrices ou chefs de projet dans des projets SAP. Et donc, ça a fait de la cohérence après avec leur stratégie commerciale. Quatrième site qui a le mieux marché, jeuxvideo.com. Alors au début, ils nous ont dit, mais pourquoi vous nous avez mis, nous, en tant que marque leader mondiale, sur jeuxvideo.com? En fait, l'important pour nous, c'est d'aller toucher la bonne personne, qu'il soit pile dans votre cible. Et c'est la personne qui est derrière le clavier. Qu'on aille le chercher à 22 heures, ou qu'on aille le chercher à la pause du midi, ou qu'on aille le chercher sur un média premium, peu importe, tant que c'est la bonne personne et tant qu'on arrive à faire de la prise de contact pour vous. Si ça matche à plus de 75% des critères qu'on a définis, on considère qu'on est quand même pile dans la cible. Et le but, c'est d'activer cette analyse comportementale, puisque on va aller vers ces profils qui sont très précis. Ces profils, on les fait venir à vous en étape 2. Donc 1, on développe votre notoriété face à des audiences très précises. 2, on fait venir les gens à vous. 3, on va analyser leur comportement pour pouvoir justement apprendre, comprendre et agir. Et ça, c'est important. Et de se dire qu'après, on va peut-être ralentir certains ciblages, accélérer d'autres, parce qu'on va voir que certaines audiences sont plus réactives par rapport à vos produits ou vos services. Peut-être que c'est le directeur de l'innovation ou le directeur technique qui réagira mieux que la direction générale sur vos messages. Donc, on va ajuster tout ça, on va optimiser en temps réel et on a besoin, nous, d'avoir cette latitude et que nos algorithmes travaillent pour justement améliorer ce ciblage et cette analyse comportementale. Et on doit passer d'un modèle un peu déterministe où on fait des choix, comme je vous les ai présentés dans le ciblage, quelle fonction, dans quel type d'entreprise, dans quelle zone géographique, ça ce sont des choix qu'on fait. Et ensuite, l'algorithme rentre en compte et il va se baser sur l'intention d'achat ou l'intérêt que porte une personne sur vos produits et vos services. Et du coup, on passe dans un mode d'apprentissage et l'algorithme ensuite cible des gens qui ont un profil identique à vos prospects qui ont les mieux réagi, voire à ceux qui ont déjà pris contact avec vous. Et l'algorithme va aller chercher des gens qui ont le même profil, mais qui aujourd'hui ne vous connaissent pas encore. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont potentiellement la même fonction, ils ont le même profil, mais aujourd'hui, ils ne sont pas venus sur votre site web ou ils ne sont pas venus sur vos réseaux sociaux. Et ça, on est capable de vous le prouver parce qu'on a du tracking qu'on met en place sur vos sites et sur vos réseaux sociaux. Et ça permet justement là d'aller en prospection pure et donc d'aller chercher des profils qui soient vraiment identiques au profil cible que vous cherchez ou à ceux qui ont déjà généré une prise de contact avec vous. Et on va faire ça à la fois avec l'analyse comportementale sur votre site, à vous, mais aussi le off-site, ces fameux 10 millions de médias qui sont pour nous la possibilité de vous positionner sur des médias qui nous semblent cohérents pour aller chercher la bonne cible. Et si vous avez de la donnée cliente dans vos CRM, on a la possibilité maintenant de pouvoir injecter une partie des segments clients qui vont vous intéresser, encore une fois pour faire de l'apprentissage. On va aller chercher des gens identiques à ceux que vous nous aurez fournis comme export de votre CRM en me disant ça, ce sont des gens que j'ai envie de cibler et cela m'intéresse. Et on a un exemple juste après avec un industriel. Donc, on va comparer ensuite toutes ces données à tout l'univers connecté pour justement aller prospecter à votre place et automatiser votre prospection commerciale, mais aussi développer votre notoriété à moyen et long terme sur des marchés spécifiques ou sur des zones géographiques spécifiques ou face à des prospects précis. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment, on n'est pas, entre guillemets, simplement une agence de com. Une agence de com, elle vous fournit un plan média, elle diffuse, et puis après, elle vous dit, bah, c'est bon, on a fini notre travail. Aujourd'hui, l'idée est de comprendre qu'on a la capacité maintenant avec le digital de tout mesurer. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est le nombre de clics, c'est le nombre de sessions, c'est les profils qui sont venus, les entreprises, quels sont-ils qui sont venus sur vos médias, qu'est-ce qu'elles sont venues voir, combien de temps elles ont passé. Bref, on a énormément de données clientes et on est expert dans l'exploitation de toutes ces données-là. Et on va devoir définir avec vous, en amont des campagnes, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Est-ce que c'est plus de la notoriété parce que vous lancez un nouveau produit, vous ouvrez un nouveau pays? Est-ce que c'est plus de la prise de contact, de la génération de leads? Ou est-ce que c'est plus du téléchargement d'un livre blanc ou le déclenchement d'appels téléphoniques à votre standard? Bah, tout ça, on a la capacité de le mesurer au travers du digital et des communications qu'on envoie. Et globalement, on va avoir la possibilité aussi d'avoir de très belles performances sans agacer vos prospects, entre guillemets. Nous, la pression marketing, entre guillemets, quand vous voyez une campagne, enfin, je donne un exemple, mais vous allez voir un produit ou un service quelque part sur, je prends le parallèle en B2C, hein, sur un site e-commerce, mais c'est pareil sur des campagnes. Quand vous allez voir un produit ou un service, j'appelle ça, moi, l'effet barbecue de ces discounts, votre produit que vous êtes allé voir, vous le retrouvez sur les 40 prochains sites que vous faites pendant un mois, en haut, en bas, à droite et à gauche.
pour nous, c'est complètement contre-productif et ça agace votre prospect. Et nous, on est là plutôt pour garantir votre protection d'image de marque, pour ne pas agacer vos prospects et pour ne pas gaspiller votre budget publicitaire face à des gens qui, pour le coup, ne sont pas intéressés. Même s'ils sont pile dans votre cible, si au bout de 3 ou 4 fois, ils ont été exposés au message, mais ils n'ont pas cliqué, on estime que même s'ils sont pile dans la cible, ils ne sont pas intéressés ou ils n'ont pas de projet actuellement. Donc next, on passe à quelqu'un d'autre et on développe plus fortement votre notoriété de ce fait. Donc quelques cas clients pour rentrer dans le vif du sujet. On a 3-4 cas clients. Le premier, une entreprise de service en B2B exclusivement, donc qui propose de la signature électronique pour les entreprises. En fait, eux, on a réussi en 2 mois à envoyer des campagnes de communication pour avoir 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir développer une notoriété ciblée, comme vous l'avez bien compris, j'imagine. Le deuxième, générer du lead qualifié via LinkedIn, puisque là, on sait qui est dans quelle entreprise, dans quelle taille d'entreprise, quelle fonction, quel poste, etc., ce que je vous ai dit juste avant. Et ensuite, on a exploité une stratégie originale pour aller, une fois qu'on était sûr que cette personne, elle travaillait dans tel secteur d'activité, dans telle entreprise, parce qu'on l'a fait venir sur le site grâce à LinkedIn, eh bien, on a créé des segments automatisés et on est allé les rechercher via Facebook avec d'autres messages et 10 fois moins cher, mais tout avec le même ciblage qualitatif parce qu'on sait que cette personne, elle occupe ce poste-là. Donc ça, c'est rentré dans l'apprentissage et on va rechercher via Facebook beaucoup moins cher quand c'est possible. Et l'idée, c'est de se dire, c'est pas une campagne qui tourne seule. On va avoir à la fois votre référencement naturel, à la fois votre référencement d'achat de mots-clés avec Google AdWords, mais à la fois LinkedIn et Facebook et nos campagnes médias. Et potentiellement, on peut avoir une stratégie globale. Et tout ça, on peut le mettre en synchro avec d'autres opérations, que ce soit de l'affichage extérieur, que ce soit du passage en radio ou à la télé. On peut vraiment faire un plan média global. Mais la plupart du temps, en B2B, on va faire des focus quand même sur des médias comme LinkedIn ou Twitter, qui sont quand même des médias B2B par excellence. Et donc, chez eux, on a pu générer 200 leads en 2 mois, donc 200 prises de contact avec des coordonnées. Mais pour nous, vous savez très bien que quand on génère ce type de lead, certains vont avoir des tests @test ou des numéros de téléphone qui ne sont pas valides. Nous, on va plutôt tenir compte de ceux qui ont vraiment généré un rendez-vous commercial et qui sont qualifiés. Donc là, en l'occurrence, on a signé, eux ont signé grâce à nous une centaine de clients, 100 clients par rapport aux 200 leads, donc 50% de taux de conversion, ce qui est énorme. En général, on parle plutôt de 3 à 4% de taux de conversion. L'idée, c'est de comprendre que vu qu'on est pile dans la cible, on a beaucoup plus de réactions et au passage, on a touché 97 000 personnes dans la cible. Donc ça, c'est important aussi. On n'est pas dans le mass market, on n'est pas dans le B2C. Là, on va être en B2B, plutôt ciblage très précis sur ses fonctions et ses postes, plutôt qu'un message avec une diffusion massive. Deuxième cas d'école, toujours dans le B2B, dans le bâtiment cette fois-ci. Donc une entreprise qui propose des services pour réaménager des open space ou de la certification basse consommation, donc qui travaille avec des chefs de chantier, des architectes, etc. Et des DRH pour l'aménagement des open space. Chez eux, on a pu générer une centaine de leads en 1 mois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on n'est pas un centre de coût. Certes, il y a des budgets, des investissements sur une campagne média, mais aujourd'hui, on est plutôt un centre de profit. Comment pouvez-vous générer aujourd'hui une centaine de leads en un seul mois et de manière complètement automatisée? Pour faire ça, il vous faudrait X commerciaux avec du réseau, avec de l'expérience et qui auraient besoin de travailler 6 mois ou 1 an. Aujourd'hui, là, en 1 mois à peine, on génère une centaine de leads qualifiés, 35 ont donné lieu à des rendez-vous commerciaux. Et si on prend le coût par lead en B2B classique, ça dépend la taille des entreprises et ça dépend les projets que vous avez. Certains grands groupes sont prêts à payer plus de 1 000 € un lead parce qu'ils ont des projets à 50, 100 000, 200 000 derrière. Et pour des projets plus modestes, bien, le marché moyen français, on est autour entre 150 et 300 € du lead. Eh bien, grâce à l'optimisation, grâce à l'apprentissage et au ciblage, de ce 150 à 300 €, on est tombé à 30 € dans cette campagne-là. Donc, c'est-à-dire que pour 30 €, vous avez les coordonnées d'un DAF, d'un DSI, d'un directeur technique, d'un directeur d'usine, mais pas simplement, on n'a pas capturé ces coordonnées. On l'a exposé à un message pour voir s'il était intéressé. On l'a fait venir à vous sur votre site web et il a plus que montré un intérêt, il a laissé ses coordonnées. On n'est pas dans une prospection à froid.
où avant, ben, j'appelle ça moi le marketing à papa, mais globalement, vous achetiez des fiches contacts, c'était une base, et puis après vous preniez toutes ces listes-là et vous appeliez au mieux des gens qui vous connaissaient pas, et au pire des gens qui étaient même pas du tout intéressés, qui n'étaient pas dans votre cible. Là, ce sont des gens qui ont été exposés au message, qui ont montré un intérêt, qui sont déjà allés sur votre site web parce qu'on les a fait venir, et qui du coup, c'est eux qui ont donné leurs coordonnées pour se faire rappeler. Donc quand vous rappelez, ils attendent votre appel, et ils savent déjà qui vous êtes et éventuellement ce qui les a intéressés sur votre site. Donc on est vraiment dans une prospection moderne, nouvelle génération, et complètement automatisée. Et c'est ça qui fait la force et l'efficacité du système, mais ça ne remplacera pas le fait que on n'est pas là pour vendre. Ça, c'est vous qui allez garder ce dernier acte de vente. Ça, vous le gardez. On vous amène simplement des prospects qualifiés avec un projet. Autre exemple, là, c'est avec Moveo, notamment sur l'an dernier, un des salons qu'ils organisaient. On a réussi à générer plus de 50% de trafic supplémentaire et plus de 3 fois plus d'inscrits sur le salon. Donc là, on est vraiment dans un autre cas de figure. On est dans la notoriété, mais on n'est pas dans de la génération de leads. Le but, c'était de faire venir des gens au salon, déjà que les gens découvrent le salon, et en plus de ça, qu'ils puissent être incités à s'inscrire, mais surtout ensuite à générer du trafic, soit en point de vente, soit directement sur un salon où vous avez un stand dans de l'événementiel. Ça peut être aussi dans ce cas de figure. Notamment, c'est en B2C, mais on fait beaucoup ça pour la caisse d'épargne ou pour le comité olympique, où tous les villages olympiques du comité olympique, on les a sponsorisés pour faire venir plus de 10 000 personnes par mois sur des événements éphémères. Un autre exemple, là, je vous le cite parce que c'est quand même une très grande banque française qui fait partie des deux ou trois plus grosses. Globalement, chez eux, on a une opération qui est pour de l'assurance auto et moto, et qui dure en général 3 mois. Chaque année, pour les 1000 premiers clients, ils offrent 2 mois d'assurance offerte. Et en général, cette offre, pour trouver les 1000 premiers, ça dure 3 mois. Là, aujourd'hui, en 3 semaines, on a trouvé 1000 clients. On a réduit de 40% le coût d'acquisition, et tous ces grands acteurs-là, habituellement, travaillent uniquement sur leur portefeuille client pour équiper avec un nouveau service, avec un nouveau produit, leurs clients existants. Et là, le challenge qu'on nous a demandé, c'est d'aller chercher des prospects purs et ne pas travailler exclusivement que leur portefeuille client. On a pu générer 60% de leads supplémentaires sur des prospects purs. Et ça, c'est ce qu'ils ne faisaient pas avant, c'est ce qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et du coup, on amène quand même en quelques temps, en 3 semaines, 15 000 visiteurs qualifiés sur leur site web. Et on a réussi à représenter 90% du trafic sur les pages de formulaires où les gens s'inscrivent en disant je veux recevoir un devis personnalisé ou je veux bénéficier de cette offre-là. 90% du trafic de toute l'année a été généré dans ces 3 semaines de campagne. Donc, on a vraiment une capacité vraiment à cibler précisément, à faire venir les gens et à développer votre notoriété et à réduire vos coûts d'acquisition client. Enfin là, un cas qui peut peut-être vous intéresser, un cas spécifique international où on a été encore plus loin. Aptar en l'occurrence, donc c'est pas la branche pharma, c'est pas au Val de Reuil, hein, c'est Aptar France. Donc c'est la branche cosmétique. Eux, ils ont poussé le concept très très loin. Ils nous ont carrément donné une liste d'entreprises dans tel pays. Ils nous ont dit dans ces pays-là, on veut cibler par exemple L'Oréal, Unilever, Pierre Fabre, Guerlain, etc. parce qu'ils vendent des produits, notamment des conteneurs, des flacons, des produits techniques avec de la mousse à raser. Et eux font les flacons en fait nouvelle génération avec des prototypes extrêmement techniques pour toutes les grandes marques qui ont besoin de flacons, qui ont besoin de packaging, etc. Et du coup, on est vraiment là dans des produits innovants, dans un lancement de produits. Ils voulaient communiquer sur un nouveau partenariat avec un designer également. Donc, on a plusieurs objectifs. Notoriété, communication sur un nouveau partenariat, lancement de nouveaux produits et développement de l'international. Et du coup, on a aujourd'hui ciblé uniquement les entreprises qu'ils souhaitaient. Et vous voyez les fonctions. Ils nous ont dit, je veux uniquement les directeurs d'innovation, directeur de production ou de maintenance, directeur technique, directeur d'usine, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a listé ces fonctions. On a listé les pays. On a listé directement les entreprises qu'ils voulaient prospecter et on a envoyé la machine. Et là, on a pu générer, grosso modo, 33 leads. 33 leads, on va se dire, c'est pas beaucoup. Mais 33 leads en un mois à l'international, de manière complètement automatisée,
c'est plutôt assez énorme pour le simple test avec le petit budget qu'ils avaient voulu dessus. Et il y a 700 personnes qui ont montré un intérêt vraiment pile dans leur cible. Quand vous avez 700 personnes potentiellement directeurs techniques ou directeurs de l'innovation, on est juste pile dans votre cible. C'est ça qui est important. Encore une fois, c'est pas le volume. 33 leads pour eux. À chaque fois, ils savent que si ils ont un lead, c'est potentiellement pour faire des grosses séries. Aptar, ils vendent des produits, c'est des séries de 100 000, 500 000 ou 1 million de produits. Donc, un lead, c'est extrêmement puissant chez eux. Ça peut représenter beaucoup de business. En synthèse, pour résumer, le prédictif n'est pas complexe à mettre en œuvre. Il faut quand même des prérequis. On pourra en reparler pour ceux qui sont intéressés, qui ont des questions. Néanmoins, c'est mettre le tracking sur vos médias, ça on s'en occupe de toute la partie technique, et bâtir une stratégie ensemble. Qui est-ce que vous voulez prospecter? Quels sont vos cycles de vente habituels? Comment est-ce qu'on va compléter votre stratégie commerciale? Et quelles sont les propositions de valeur qu'on veut mettre en avant? Donc, j'ai envie de dire, c'est pas extrêmement complexe, mais il faut préparer une véritable stratégie. Et ensuite, on envoie les campagnes. J'ai pour habitude de dire, on n'envoie pas le TGV si les rails ne sont pas bien posés. Donc, certes, poser des rails, c'est simple, c'est maîtrisé depuis longtemps, mais on vous aide à amplifier tout ça à travers le digital. Ensuite, générer une forte notoriété ciblée, vous l'avez bien compris, faire venir les gens à vous et automatiser votre prospection, votre génération de leads, réduire vos coûts d'acquisition aussi, parce que si vous deviez payer une prospection externalisée ou une équipe de 3, 4, 5 commerciaux, ça vous coûterait peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et aujourd'hui, simplement avec quelques milliers, on peut déjà envoyer des campagnes de marketing prédictif. Cette technologie-là était exclusivement avant réservée à de très grands groupes qui mettaient des budgets à 6 chiffres par mois. Et aujourd'hui, donc c'était pour des grandes marques ou des grands groupes, aujourd'hui, nous, à quelques milliers d'euros, on a voulu démocratiser cette technologie-là. On peut démarrer, comment dire, avec un premier niveau et avancer crescendo étape par étape en fonction des leads qu'on va générer. Et donc, du coup, développer aussi votre connaissance client, de savoir quel type d'entreprise a été plus intéressé par quel type de message. Parce qu'on fait de l'A/B testing en fait, et on va voir quels sont les messages qui réagissent le mieux, quelles sont les fonctions qui réagissent le mieux, les secteurs d'activité, les tailles d'entreprise. Ça, c'est aussi important pour voir aussi peut-être quels pays réagissent le mieux par rapport à votre prospection. Et du coup, de se dire que on est un amplificateur, on est vraiment un accélérateur de croissance. C'est vraiment comme ça qu'il faut vous voir. On est là pour vous rendre visible auprès d'audiences cibles. Et j'en terminerai là-dessus. Vous avez certainement pas mal de questions. Thierry, je te repasse la main. Oui, merci David pour cette présentation et puis effectivement d'avoir bien montré les enjeux, les opportunités du marketing prédictif. Effectivement, on voit que sur la possibilité de diminuer les coûts d'acquisition des leads, c'est quand même assez impressionnant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que effectivement, ça peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise. Ça également, c'est un point qui est important. Tu parlais de démocratisation de ces outils. Et bien, j'espère que voilà, un maximum d'entre vous, s'ils n'étaient pas déjà engagés dans ces démarches-là, vont commencer à regarder les possibilités de les mettre en place. On a une question, David, dans le chat concernant tout ce qui peut être lié au RGPD. Puisque tu as parlé beaucoup de données. Oui. Comment traiter ça? Comment ça se passe pour effectivement être RGPD compliant dans l'ensemble du processus d'accompagnement et de mise en place des outils? Ok, alors pendant que je réponds à cette question RGPD, on a publié 2 nouvelles questions dans le sondage, donc vous pouvez y répondre pendant ce temps-là. Le RGPD, on est 100% compatible, et vous imaginez bien qu'avec 50 millions de profils tous les jours, on est extrêmement regardé et on n'a pas le droit à l'erreur. Et on fait ça pour énormément de clients. De ce fait, en fait, pourquoi on est compatible? Il y a une raison très simple. La première, c'est qu'on ne stocke aucune donnée à la place de nos clients. C'est-à-dire que nous, on va avoir ce ciblage. Moi, que la personne s'appelle David Huré ou pas, ça m'importe peu en fait au démarrage dans le process. C'est-à-dire que si je sais qu'elle occupe cette fonction, ce poste dans telle entreprise, ça a du sens pour moi. Maintenant qu'il s'appelle David Huré, c'est pas très grave. Par contre, quand on va l'amener sur le formulaire pour remplir ses coordonnées et faire prendre contact avec vous, là, il va compléter ce formulaire et on a un opt-in puisque lui va donner volontairement ses coordonnées. Encore une fois, on n'est pas dans la capture de données et il va valider l'opt-in en disant envoyez cette demande de contact. Et là, c'est vous qui allez stocker ces données-là.
Donc pour vous, il n'y a pas de traitement de données supplémentaire. Ça fait exactement partie comme votre prospection téléphonique. C'est la même chose. Et vous avez en plus l'opt-in qui est enregistré quand les gens vont compléter ce formulaire. Donc on a bien l'opt-in, on a bien le consentement et on a bien les informations qui sont stockées chez vous et non pas chez nous. Et quand vous exportez des données CRM, ces données vous sont restituées ou sont effacées derrière. Elles sont utilisées uniquement dans le cadre des campagnes. Donc voilà pourquoi on n'a aucun problème côté RGPD. Et c'est ce qui fait aussi la force du système, c'est de ne pas avoir ces préoccupations-là et de pouvoir à la fois exploiter toutes ces données sans pour autant avoir ces contraintes RGPD. Parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des données nominatives, ce sont des fonctions, des postes, des tailles d'entreprise et tout un tas d'autres critères qui ne sont pas nominatifs. Merci David. Une autre question qui concerne. Merci David. Une autre question qui concerne les critères dont tu as parlé tout à l'heure pour le ciblage. Comment réussissez-vous à avoir autant de critères précis, sachant que le web amène globalement ces critères précis, déjà, je vous ai cité une source assez puissante qui est LinkedIn. Aujourd'hui, sur LinkedIn, vous pouvez choisir de cibler ses fonctions, ses postes, ses entreprises, etc. Et on a tout cet apprentissage-là, déjà, qui nous permet d'avoir une force de frappe assez importante rien qu'avec ça. Et on peut la coupler avec d'autres sources de données. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, si vous avez des données CRM, on peut exploiter ces données-là. Je reprends l'exemple de la grande banque que j'ai cité tout à l'heure. On est couplé vraiment en temps réel avec les données à l'intérieur de son CRM. C'est-à-dire que même sur du visiteur anonyme, je vais pouvoir savoir si ce visiteur-là, est-ce qu'il est prospect ou est-ce qu'il est déjà client chez vous? S'il est client, il est client de quelle offre? Parce que dans votre CRM, il est déjà catégorisé. Et donc, du coup, les clients qui sont potentiellement clients chez vous de cette offre-là, on peut leur proposer cette offre-là également. Parce que pour vous, c'est une de vos pratiques commerciales. Mais nous, on va pouvoir lire de manière sécurisée et en temps réel, par exemple, dans votre CRM et comprendre quels sont les visiteurs clients et reconnaître ces visiteurs clients, encore une fois, même quand ils sont anonymes, avec plein d'outils techniques, mais pour vous, client, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la partie technique. Et c'est extrêmement important d'avoir cette reconnaissance client, cette connaissance client, et surtout de l'avoir automatisé. Parce que imaginez que c'est comme si vous aviez un commercial derrière chaque personne qui est devant son écran, et on va savoir s'il est déjà client, et qu'est-ce que le commercial lui aurait proposé, en fait, de manière naturelle. Et ça, c'est important de l'automatiser, parce qu'on va reconnaître son parcours, on va reconnaître est-ce qu'il est intéressé ou pas par rapport à combien de fois il est venu, combien de temps il a passé, quelles sont les actions qu'il a pu faire sur le site. Et du coup, on va pouvoir faire un push, par exemple, on va pouvoir envoyer un chatbot comportemental, mais qui n'est pas juste un chat qui dit « Coucou, est-ce qu'on peut vous aider ?» qui est vraiment quelque chose d'assez basique. Là, c'est pas ça. C'est on va essayer par différents moyens d'inciter à prendre contact, soit de remplir un formulaire, soit d'avoir une phrase personnalisée avec le chatbot comportemental qui engage la conversation par rapport à ce qui est venu voir la personne sur le site, soit d'avoir ce qu'on appelle du nurturing. Alors c'est un concept marketing, mais en dehors de la partie technique, le nurturing, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe entre le premier point de contact qu'on a avec un prospect qui vient sur mon site pour la première fois, qui me découvre, qui découvre mes produits. Donc qu'est-ce qui se passe entre ce premier point de contact et potentiellement le moment où le projet se déclenche? Ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois. Des fois, on a certains clients, des PME notamment, ou des groupes qui, quand il y a un premier contact avec le client, le projet, c'est pour dans 6 mois ou pour dans 9 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le premier point de contact et 6 mois après? Bien souvent, il ne se passe pas grand-chose, mis à part un commercial qui va potentiellement relancer. Et bien là, on a des outils marketing qui nous permettent de générer des contenus et, une fois de temps en temps, d'aller vers cette personne, vers ce prospect, en lui disant « Nous oublie pas, regarde, on a un nouveau produit, on a une nouvelle innovation, on vient de signer un nouveau contrat, donc on a une nouvelle référence client. » Bref, on doit rester dans sa tête, on doit rester, il doit entendre parler de nous de manière récurrente, mais pas tous les jours. Il ne faut pas l'agacer, de manière assez fine. Et ces outils de nurturing permettent de garder du lien avec son prospect entre ce premier point de contact et potentiellement dans 6 mois où il aura un projet. Et tout ça, en fait, c'est un ensemble d'outils. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, c'est pas juste une campagne. C'est de se dire, la campagne, elle développe votre notoriété, elle fait venir les gens à vous, éventuellement vous récupérez leurs coordonnées s'ils sont vraiment intéressés maintenant. Mais globalement, il y a d'autres outils connexes qui peuvent aussi interagir, que ce soit de l'email, du push, du chatbot, ou encore d'autres outils qui vont permettre de garder du lien
Et au moment où le projet arrivera, votre prospect pensera à vous. Merci David. Une autre question pour une start-up qui demande est-ce que cette technologie pourrait être utilisée pour de l'étude de marché de test, ciblage de clients en phase de démarrage? Oui, alors juste pour que vous compreniez l'ordre de grandeur quand même, c'est démocratisé pour l'ensemble des entreprises. Donc oui, même pour une startup, c'est accessible. Maintenant, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne souhaite pas nous faire de campagne en dessous de 1 000 € par mois. Je vous donne ce seuil minimum. C'est pas parce que c'est des petits projets, hein. C'est que si on n'a pas le volume nécessaire, on n'a pas d'apprentissage suffisant. Et donc, du coup, c'est comme si vous me disiez, j'ai un segment de clients là où j'ai 10 000 personnes cibles, mais je vais tenter ma chance sur 200 personnes. Eh ben, cet échantillon n'est pas représentatif de votre cible. Donc, quelque part, si vous testez sur 200 cibles sur un marché à 10 000, c'est trop petit comme échantillon. Je dis pas qu'on peut pas le faire techniquement. Je dis juste que il faudra peut-être pas, c'est un échantillon trop petit. Et donc là, c'est comme toute étude de marché. Il faut qu'elle soit représentative, cette étude, de la plupart de vos clients. Donc, il faut avoir un échantillon cohérent, mais après, on peut adapter les budgets sans aucun problème et on peut démarrer assez bas quand même. Une autre question qui concerne un peu le benchmark des solutions existantes sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui différencie votre approche de celle de Sales Navigator? Ok, en fait, c'est très simple, hein. Sales Navigator, vous faites tout à la main en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques filtres de recherche effectivement comme ceux qu'on a évoqués, sauf que vous prenez un email et vous le faites un par un à la main. Nous, on peut les envoyer 10 000 par 10 000. Et on peut aussi avoir l'analyse comportementale. Sales Navigator, une fois que vous avez envoyé votre email, à part vous dire il l'a ouvert ou pas, il vous dira pas grand-chose. Donc, Sales Navigator, sur votre site web à vous, il fera rien. Il ne vous dira pas du tout, une fois que cette personne a ouvert l'email, est-ce qu'elle est allée sur votre site et qu'est-ce qu'elle est allée voir. Enfin, voilà, Sales Navigator, c'est un bon outil, mais c'est un outil manuel qui ne fera pas d'analyse comportementale et qui ne verra aucune interaction avec votre page LinkedIn, par exemple, ou même votre site web. Merci David. Une question sur si une entreprise souhaite mettre en place cette démarche-là, il faut compter combien de temps? Est-ce que ça peut être très rapide? Voilà, comment ça se passe concrètement? Si demain, quelqu'un qui a bien les prérequis souhaite déployer, il faut compter combien de temps pour la mise en œuvre? Alors, tout dépend de si vous êtes un grand groupe ou une PME et de votre agilité. J'ai envie de dire, le goulet d'étranglement est bien souvent pas chez nous. Je vous donne un exemple, mais la grande banque que j'ai citée tout à l'heure, grosso modo, c'est entre 4 et 6 mois. Parce que il faut passer aux achats, au juridique, à la direction technique, à la direction de la sécurité, à l'IT, etc., etc. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut que la conformité mette un coup de tampon. Enfin, voilà, ça prend... Voilà, c'est les secteurs bancaires, en plus, c'est compliqué. Mais dans des grands groupes, ça peut mettre quelques mois. Maintenant, dans une PME, j'ai envie de dire, entre 15 jours et un mois, on peut démarrer. Le tout, c'est de savoir, est-ce que vous connaissez bien votre cible? Est-ce que vous connaissez bien la proposition de valeur à diffuser? Est-ce que vous avez déjà une stratégie qui est en place? Ou est-ce que vous en êtes sur vos réseaux sociaux comme LinkedIn ou sur votre site web? Est-ce qu'il est bien référencé? Est-ce que vous avez des formulaires qui sont cohérents? Voilà, on fait quelques ajustements, quelques recommandations. C'est le temps en fait de construire une stratégie ensemble et ensuite d'envoyer les campagnes. Mais pour nous, la préparation technique des campagnes, on parle de 15 jours. Donc c'est vraiment très très raisonnable. C'est plutôt bâtir la stratégie et quelle est votre cible client. Souvent, dans une PME, on va discuter avec la direction pour voir quelles sont leurs priorités business, pour voir quels sont les enjeux qui sont derrière et éventuellement la roadmap qui est prévue. Il y a peut-être des lancements de produits, il y a peut-être une cible, un segment de clients un peu plus prioritaire. Voilà, c'est plutôt le temps d'échanger avec notre client. Donc en quelques semaines, on peut démarrer. Et souvent, pour compléter, la phase de test, idéalement, elle se fait sur 3 ou 6 mois. Parce que c'est comme dans tout marché, vous avez je cherche le mot, mais une saisonnalité, voilà, certainement. Alors pas toujours, mais quelquefois. Et si vous testez sur 1 ou 2 mois, peut-être qu'on sera sur des mois creux. Et du coup, vous avez beau avoir la meilleure communication, un bon positionnement de produit ou de service, il faudrait au moins 3 mois, parce que le premier mois c'est de l'apprentissage, le deuxième mois c'est de l'optimisation, et le troisième mois on est en rythme de croisière. Et ce test-là sur 3 ou 6 mois, du coup, est représentatif
de l'échantillon cible. Ok, merci David. Une question, est-ce que tu pourrais rappeler les prérequis pour pouvoir entamer ce type de démarche? Il y a des prérequis simples et après il y a des clients avec qui on va très très loin. Donc le prérequis simple, bien évidemment, c'est d'avoir un site internet et à minima une page LinkedIn pour vous en B2B. Et idéalement que ces médias soient, on va dire, actifs. Donc une page LinkedIn avec des contenus, avec des followers, même si bien, quelquefois on part de zéro, hein, on crée la page et on démarre. Mais il faudrait que vos réseaux sociaux soient idéalement actifs et que votre site web, alors faut pas le prendre au premier degré, mais on a des sites web qui ont 10 ans quelquefois. Et alors des fois on peut exploiter des choses, des fois il est vraiment plus aux bonnes pratiques. Même des fois il n'est pas responsive, il n'est pas HTTPS. Enfin, on est sur des sites qui sont beaucoup trop anciens. Et le parcours client, il n'est pas du tout travaillé, il n'est pas intuitif, et même les formulaires sont des formulaires à l'ancienne. Enfin voilà. Donc on a quand même besoin d'avoir un site web qui soit récent, idéalement. S'il l'est pas, c'est pas très grave, mais c'est mieux qu'il soit récent. Et que les formulaires ou que les tunnels de conversion, donc c'est-à-dire qu'entre le moment où la personne arrive sur votre site et là où elle doit rentrer ses coordonnées, ben, qu'elle ait en fait les 2-3 informations importantes. Souvenez-vous, en 2-3 minutes, il doit comprendre, et en 2-3 clics, il doit comprendre qui vous êtes, ce que vous proposez, votre proposition de valeur, et pourquoi il aurait envie de prendre contact avec vous. Donc voilà, il faut que ce petit parcours soit bien travaillé en amont pour que justement vous ayez de plus en plus de gens qui rentrent dans cette conversion et vous donnent leurs coordonnées. Donc voilà, les prérequis, c'est plutôt ça. C'est d'avoir des formulaires corrects, un site plutôt à jour et une page LinkedIn qui est active. Mais même si vous n'avez pas tout ça, on arrive à faire des choses et on vous aide surtout à bâtir cette stratégie en amont pour préparer le terrain et on y va étape par étape. Et on enverra les campagnes peut-être que dans 2 mois parce que il nous faudra un petit peu de travail préparatif en amont. Et vous avez vu dans 6 pôles d'expertise, c'est pour ça qu'au début, on a l'audit pour vérifier l'ergonomie, le parcours client, le référencement de votre site. On fait de l'audit concurrentiel aussi. L'audit concurrentiel, c'est de se dire, je vais aller voir mon marché. Nos clients, ils nous donnent 3-4 concurrents, pays par pays. Et même si on reste que sur la France, ils nous disent ces 3-4 concurrents-là, nous, on est capable de leur dire sur quels mots-clés ils se positionnent. Où est-ce qu'ils sont forts? Quel est leur indice de visibilité par rapport à moi? Quels sont les mots-clés qu'ils achètent? Quels sont les budgets, les investissements qu'ils mettent pour savoir est-ce que je vais en frontal face à eux parce que je me dis que j'ai une chance, j'ai le budget pour, ou est-ce qu'au contraire, je me rends compte que ce concurrent, il met des budgets conséquents et que moi, je voudrais peut-être être plus rentable plutôt que d'aller me battre face à un concurrent plus gros que moi. Et du coup, avant de commencer quoi que ce soit, pour vous aider, hein, c'est un outil d'aide à la décision pour les directions notamment, c'est de se dire comment se positionnent mes concurrents, sur quels médias ils sont actifs, quels sont les meilleurs mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez eux, quels sont tous les produits et les services qui sont les plus visibles chez mes concurrents, pour voir comment est-ce que moi je peux me positionner et quelle stratégie je vais bâtir pour ne pas aller en frontal face à des plus gros que moi, par exemple, et avoir un investissement rentable. Allez, il est 12h05. Une dernière question concernant le modèle économique de DigiImpulse. Est-ce que c'est basé sur du fixe ou il y a une partie en success fees ou quel est le modèle économique? Alors, on fait des prestations de services, donc des missions d'audit, des missions de stratégie, et ensuite on définit éventuellement certaines PME externalisent complètement le marketing, la communication, la prospection chez nous. Et là, on définit plutôt un forfait. Et on met une ligne de service en fait dans ces forfaits-là qui inclut la prospection commerciale. Et dans ce forfait, on va pouvoir mettre un ensemble de services parce que bien souvent ces PME-là n'ont pas de service communication, pas de service marketing, ou elles ont une personne en interne qui va plutôt coordonner les actions, mais qui peut pas avoir toutes ces expertises-là à lui tout seul. Et donc on va aider cette personne qui est en interne. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez complètement externaliser chez nous et on définit un forfait. Et est-ce qu'on est au résultat ou pas? On ne peut pas l'être au démarrage. On a beau avoir une technologie puissante, reconnue, primée, on ne peut pas, si on ne vous connaît pas, vous dire un client, ça coûte tant. Personne ne peut vous le dire ça aujourd'hui. Il faut déjà qu'on fasse des premières campagnes ensemble pour qu'on voit comment se déroule l'apprentissage, comment votre proposition de valeur et votre positionnement est perçu sur votre marché,
pour voir après comment on peut faire évoluer ce modèle économique. Donc, en l'occurrence, ce sont des missions de conseil et un forfait qu'on peut définir avec vous pour que ce soit très simple en termes de lisibilité. Et vous pouvez bénéficier de subventions chez nous, notamment avec la transition numérique aidée et subventionnée par les régions en ce moment, avec le Covid notamment. Mais vous avez aussi en Normandie, par exemple, de l'impulsion conseil. La région finance aussi des missions de conseil et de stratégie dans lesquelles jusqu'à 50% de nos missions sont prises en charge par des subventions. C'est plutôt sympathique. Et on a énormément de clients qui bénéficient en fait de ces subventions pour passer le cap en fait et de se dire je mets un premier niveau de stratégie, je vois comment ça fonctionne et ensuite j'accélère. Mais pour faire simple, pour que vous ayez une métrique en tête, 98% des clients qui ont commencé il y a 5 ou 6 ans avec nous sont encore là aujourd'hui. Et surtout, ils n'ont pas fait que renouveler, ils ont fait x2, x5, voire x10 sur les investissements par rapport au point de départ avec nous, parce qu'ils ont simplement vu que ça fonctionnait et que c'est pas juste de la notoriété, c'est pas juste une campagne de com, c'est vraiment je vais générer des leads, je vais développer mon business. Merci David, on va rester sur ces métriques très forts, avec ces messages très forts. Je vais donc remercier tous les participants. Merci à David pour sa présentation. Merci à tous d'avoir assisté. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions et puis également faire en sorte que cet outil-là, cette dimension-là puisse également être intégré dans la stratégie d'entreprise. Pour toutes ces questions à ce sujet-là, Bonne fin de journée. Au revoir.